bien sûr, c'est le premier devoir. En tout cas, chacun y répond à sa façon. Certains pensent que grâce à l'action de la main invisible du marché, libérée dans une concurrence libre et non faussée, le bonheur jaillira pour tout le monde. C'est une opinion, c'est une construction. Il me semble qu'elle vient de faire toutes ses preuves. Mais je suis de parti pris, ça n'étonne personne. Par contre, il me semble que pour femme ou homme de gauche, le premier devoir est là où vous le situez. Personne ne peut être heureux tant qu'il y a un malheureux. Ah oui, mais ça, c'est un parti pris très fort. Certains pensent que s'il y a des malheureux, c'est de leur faute. S'il y a des pauvres, ils n'avaient qu'à pas se mettre dans cette situation, etc. Je ne vous fais pas l'injure de présenter ici tous les propos de Café du Commerce qui tiennent lieu de conviction philosophique à un tas de gens, pour justifier un égoïsme social qui est sans justification dans le réel de la communauté humaine. Bon, donc c'est le premier devoir. Alors il faut s'en donner les moyens. Le partage. J'incarne dans cette campagne le camp des partageux. Et je le redis avec la dose de provocation qu'il faut mettre dans tout propos pour un petit peu secouer les esprits. De gré ou de force. De gré ou de force. La force de la loi. Il faudra partager. La France peut. Je ne vous propose pas d'instaurer en France je ne sais quel régime. Je vous propose de ramener le curseur 25 ans en arrière pour le partage. Il y a 195 milliards à récupérer. Dans l'immédiat, deux thèses se confrontent. Les uns disent, par un mécanisme de compétition entre austérités, nous allons assainir les finances publiques. Le résultat de cette politique sera désastreux. Il l'est déjà, mais il va franchir des seuils dont je suis sûr que vous devinez ce qu'ils vont être dans cette salle. Mais qui a vu l'Argentine ? Qui a vu l'état de tous ces pays soumis au traitement du FMI a une idée de la souffrance sociale qui va se déchaîner sur nos peuples. Ce remède appliqué à la Grèce a conduit à ce résultat, qu'en à peine un an et demi, sa dette s'est aggravée de 30%, tandis que son activité économique a reculé de 5%. Ce que vous voyez en matière de pauvreté va se déchaîner du fait de ces politiques. Donner de quoi gagner dignement sa vie, dans la stabilité. Je lis les deux choses. Premièrement, de quoi gagner dignement sa vie. Les gens ne demandent pas la paye de Madame Bettencourt. Ils demandent que les gosses puissent être élevés correctement, qu'on puisse se soigner, partir à la retraite quand c'est le moment de le faire. Et pour le reste, on se débrouille pour faire son petit bonheur. Ces choses-là, ça porte un nom sur des choses très précises. Vous devez interdire la précarité. Non, la précarité n'est pas le seul modèle productif et social. Nous avons vécu pendant des années et des années où les statuts de CDD ou d'intérim étaient des contrats dits atypiques. Aujourd'hui, chaque fois qu'il s'en crée un, ce qui est atypique, c'est le CDI. Vous devez interdire la précarité. Il faut éradiquer le précariat. Deuxièmement, il faut pouvoir vivre dignement de son travail. Donc, il faut augmenter le salaire minimum dans ce pays et les minima sociaux. Mais je viens sur le salaire minimum. On ne peut pas accepter, au lieu d'aboyer, en opposant les gens les uns aux autres, les pauvres entre eux, montrer du doigt celui qui abuserait des prestations sociales, qui aurait grappillé 20 € en plus des 400 qui lui sont généreusement donnés. Cette masse qui vit en dessous du seuil de pauvreté, dont une partie est masquée. On ne peut pas accepter qu'un travailleur au SMIC gagne chaque mois 120 € seulement de plus que le seuil de pauvreté. Il vous faut donc, c'est la conviction d'un homme de gauche, rester fidèle à ce devoir de partage. J'opine donc pour que le SMIC soit porté à 1 700 € brut en début de mandature, net en fin de mandature. On me dit que c'est beaucoup. On me prend toujours l'exemple singulier pour me montrer que c'est impossible. Je rappelle que cette augmentation est égale à celle que nous avions faite en 1981. Peut-être y a-t-il encore des hommes et des femmes de gauche dans ce pays pour s'en souvenir. Et elle est bien moins importante que celle qui a été consentie en mai 68 en une nuit. Peut-être faut-il réunir les conditions de mai 68 pour être plus convaincant.
Je préfère qu'on le fasse avec des bulletins de vote. Il me semble que c'est plus économique pour tout le monde. Il n'est pas vrai que cela pousserait à des délocalisations. L'essentiel de la main-d'œuvre payée au SMIC ne travaille pas dans les entreprises qui exportent. Il n'est pas vrai qu'on exporterait ma coupe de cheveux à Shanghai. Il n'est pas vrai que j'aurais à aller chercher la maison que je veux acheter à Hong Kong. Ce n'est pas vrai. Bien sûr, il faut prévoir des transitions. Bien sûr, il faut prévoir des aménagements. Mais je retourne la question. À tous ceux qui me disent que c'est trop, je pose la question de l'humaniste, celle que vous venez de poser. Dites-nous comment vous comptez vivre dignement avec 1 000 €. Et si vous me l'exposez, je suis prêt à renoncer immédiatement à cette revendication de 1 700 €. Mais vous ne pouvez pas en même temps supprimer les services publics, dire à chaque famille que si ses enfants doivent être correctement éduqués, c'est en allant dans l'école privée payante, que s'ils veulent être correctement soignés, c'est à la clinique payante, c'est en allant voir le médecin qui fait du dépassement d'honoraires. Bref, quand vous aurez tout marchandisé, tout augmenté parce que vous l'aurez rendu rare, qu'en plus vous avez le front de venir dire aux gens, vous êtes trop gourmands parce que vous réclamez 1 700 €, c'est-à-dire simplement le minimum de ce qui permet de vivre, et je ne dis pas fastueusement. Voilà pourquoi, quoi qu'il en coûte, cette proposition sera faite. Et nous la maintiendrons quand bien même on nous dit que les circonstances économiques, ce n'est pas vrai. En augmentant le pouvoir d'achat, le pouvoir de vivre des Français, on donnera de la respiration à l'activité. Donner 10 € à quelqu'un qui gagne 1 000 €, il les dépense sur le champ. Donner les mêmes 10 € à quelqu'un qui, comme moi, en gagne 6 000, il ne s'en rend même pas compte. Et il en va de même avec 1 000, et il en va de même avec 2 000. Il faut donner de l'argent pour que l'on puisse vivre dignement de son travail, et alors on fera respirer la nation. Et vous verrez que les Français seront bien moins méchants avec eux, entre eux, si on est moins méchants avec eux. Bon, d'abord, commençons par dire un mot du droit à l'avortement. Souvent, on dit, vous êtes pour l'avortement. Non, non, je ne suis pas pour l'avortement. Personne n'est pour l'avortement. Pour le droit à l'avortement, ce n'est pas pareil. Ce droit est en recul. Attention, nous avons à nous porter sur de nouvelles frontières de combat, mais n'oublions pas celles que nous avons déjà établies. Ce droit est en recul. Les moyens mis à la disposition de ce droit sont réduits. Deuxièmement, le droit est mis en question d'une manière violente. Et la loi, l'ordre public n'est pas assez sévèrement respecté. Il faut châtier ceux qui se livrent aux exactions que vous savez, là où se pratique, comme c'est le droit dans notre pays, l'interruption volontaire de grossesse. J'en profite pour dire que je déplore que dans les révolutions citoyennes de l'Amérique du Sud, la question du droit à l'avortement ne soit jamais posée. Je déplore que mes camarades aient cédé aux injonctions de l'Église catholique, qui se donne ici des airs qu'elle n'a pas là-bas. C'est elle qui a imposé que ce droit soit interdit, y compris lorsque la vie de la mère est en danger. Ça a été le cas au Nicaragua, et c'est vous dire toute la distance qui me sépare de la gauche au pouvoir dans ce pays, qui a eu la bassesse d'accepter que cette loi-là soit votée. Ceci posé, venons à la question des questions. Ma réponse ne sera pas une surprise pour vous. J'appartiens au courant des Lumières. C'est l'émancipation de la personne qui est le cœur de cette inspiration. Et l'émancipation de la personne, sans revenir à l'étymologie, c'est la sortie du mancipium, de la main qui est sur ma tête. Je décide par moi-même, je suis sujet de mon histoire, d'un bout à l'autre de mon existence et dans tous ses aspects, sociaux, culturels, et donc d'abord dans la maîtrise de moi-même. Philosophiquement, je suis un stoïcien qui certains jours, du fait de la présence amicale, comme garde du corps, d'un docteur en philosophie épicurien, a des tentations épicuriennes. Par conséquent, ce n'est pas moi qui vais dire quoi que ce soit contre la liberté fondamentale de disposer de soi jusqu'au bout. Et même lorsqu'on n'est plus en état de le faire soi-même,
de prescrire les conditions dans lesquelles on voudrait que sa propre existence soit interrompue. Je suis donc un partisan du droit de mourir dans la dignité, et donc de la maîtrise de soi, du droit au suicide, parce qu'après tout on pourrait aussi bien l'appeler comme ça, sans charger les autres d'une responsabilité qui est une responsabilité d'accompagnement. Je finis en vous disant quelle est la situation telle qu'elle est. En 2009, ma camarade Martine Billard, députée de Paris, a co-signé une loi avec Yves Cochet en faveur du droit de mourir dans la dignité. Cette loi a été retoquée, puis les socialistes ont fait une proposition, je crois, en novembre 2009, du même ordre. À ce moment-là, toute la gauche a voté. Le comportement est différent suivant les partis de gauche. Mes camarades communistes considèrent que c'est une question de conscience personnelle, et donc ils donnent à leurs députés la consigne d'agir à la lumière de leur seule conscience, sans tenir compte d'aucune injonction partidaire. Et c'est ainsi que dans ce vote, si les députés partis de gauche, à l'époque ne l'étaient pas, ont voté pour ce droit, je pense à Marc Dolé et à Martine Billard, ce n'est pas le cas d'un certain nombre de députés communistes. Mais à l'inverse, au Sénat, la proposition de loi a été déposée en commun par les sénateurs du parti de gauche et les sénateurs communistes qui ont tous voté pour ce droit. Le gouvernement, en dépit d'un accord qui était intervenu, qui étendait le champ de la loi Leonetti, en dépit d'un accord qui était intervenu entre les différents groupes, vous savez que la loi Leonetti a permis, à la suite de cette histoire dont vous vous souvenez, d'un jeune homme tétraplégique, muet et aveugle, que sa mère avait, dans un acte d'humanisme magnifique, aidé à mourir. Cette loi avait permis qu'on n'aille pas ensuite poursuivre les médecins dans cette circonstance. Le texte des sénateurs communistes et du parti de gauche étendait cette disposition en donnant la possibilité d'accompagner la décision. Et c'est ce qui a été retoqué par le gouvernement à l'époque. Donc nous sommes dorénavant dans le cadre de la loi Leonetti. J'estime qu'elle n'est pas suffisante pour ma part. Et si j'avais l'honneur d'avoir la possibilité de faire des propositions dans ce domaine, moi j'opterais pour un droit intégral à mourir dans la dignité. Et je forme pour moi-même et pour chacun d'entre vous le vœu que vous puissiez en disposer. Merci pour cette précision, M. Mélenchon.